Mais quand même, on va faire aujourd'hui une séance pour donner quelques perspectives sur l'œuvre des Shabbat, l'examen maintenant, et en même temps, comment vont être réalisées ces questions. C'est-à-dire, c'est le même genre. Ça, c'est le QCS de l'année passée. Bon, on m'avait dit que c'est un peu difficile, mais ce n'est pas difficile. Il est très très facile, sauf que il y a certains qui m'ont voulu, certains lacunes de votre réponse. Ah, d'accord. Bon, on commence. Alors, tout d'abord, est-ce que vous avez des questions concernant tous les chapitres qu'on a vus? À partir, bien, commençons par l'atomique, la tenue de bord, la structure électronique, le tableau périodique, et les nombres quantiques et le tableau périodique. Donc, c'est des chapitres qui sont un peu liés. Donc, il n'y a pas une grande différence. Donc, vous pouvez facilement y aller faire une petite révision. Alors, pour l'atomique, bon, je vais jeter un coup d'œil sur ce que j'ai fait jusqu'à présent. Pour l'atomique, ça concerne la constitution de l'atome, les électrons au point de vue de la masse, la charge, les isotopes. Donc, on s'est arrêté à ce point. Les isotopes, ce sont des atomes de même élément, alors qui se diffèrent par le nombre de masses, mais ils ont le même Z. D'accord. On peut calculer la masse moyenne, ce que vous avez fait, c'est-à-dire en séance de TD. Donc, si vous avez par exemple 2 isotopes, ou bien 3 ou bien 4, alors vous n'avez qu'à calculer somme de MI, XI sur 100%. MI, c'est les masses molaires, XI, c'est les pourcentages de chaque isotope. Alors, ce qu'on appelle pourcentage ou l'abondance, d'accord? Le pourcentage de chaque isotope, il y a l'abondance isotopique. Ah, maintenant, on peut calculer l'abondance ou le pourcentage si on avait 2 équations. L'équation, c'est la première équation, c'est somme des MI. Est-ce que vous comprenez ou la bon, juriste, il y a un intervenir 12 وكان واجب. وما يعني أولا احنا موالفين الكتبة donc alors ici par exemple nous avons deux échantillons X1 et X2. Alors on vous demande de calculer le pourcentage X% de X1 et Y% de X2. Donc, vous avez affaire à 2 équations. La première équation, c'est-à-dire, c'est la masse moyenne, c'est que M1 X1, la masse pour X%, plus M2 Y% que divise 100%. Mais le malheur, j'ai 2 inconnus qui sont le pourcentage de X1 et le pourcentage de X2. Et étant donné que M1 et M2 sont des masses molaires respectivement de X1 et X2. Alors, la deuxième équation, c'est que X plus Y% est égal à 100%. Donc, on peut tirer X, il y a une équation, et je la remplace dans la deuxième. Bon, ça, c'est facile. D'accord? Alors, c'est tout ce que je peux gagner. Alors, après l'atomique, c'est le seul calcul qu'on a, et les pour là. Donc, vous calculez, par exemple, on vous demande un atome, on vous donne le A et le Z. On vous demande que, par exemple, l'atome A, il présente 55 neutrons, 26 protons, 26 électrons. D'accord? Donc, vous avez affaire à la masse, à la relation A est égale à X, est égal à Z plus N. Z, c'est le nombre de protons, N, c'est le nombre de neutrons, et vous savez bien que la sommation, c'est toujours la masse atomique. A, ça c'est pour les atomes. S'il s'agit des ions, on va jouer sur le nombre d'électrons. C'est-à-dire, c'est le même A, le même Z, le même N. C'est le nombre d'électrons qui varie, ou bien qui change. D'accord? C'est-à-dire, quand on a les ions, les ions, ce n'est pas les atomes. Les atomes et les ions, ce sont des éléments. Quand on dit éléments, c'est-à-dire que ce soit atome ou ion. Quand on dit atome, c'est-à-dire atome non ionisé. C'est-à-dire un atome qui n'est ni positif ni négatif. Ça y est?
Alors maintenant les ions, il y a les ions positifs et les ions négatifs. Ceux qui gagnent les électrons, c'est-à-dire X-, ceux qui perdent les électrons, N+. D'accord? Alors, à ce moment, le paramètre qui se diffère, c'est les électrons. C'est le nombre d'électrons. Par exemple, prenons le fer, 56-26. Fe2+, c'est toujours 56-26, mais le nombre d'électrons, c'est 24 au lieu de 26. D'accord? Et ça, on l'a expliqué que le premier chapitre, on a dit que tant de protons, tant d'électrons dans l'atome. C'est-à-dire le nombre de protons, c'est le nombre d'électrons dans l'atome. Bon. C'est tout. Passons maintenant au nombre quantique. Alors, quel est le problème le nombre quantique? Alors, dans le nombre quantique, on a visé la position de l'électron, c'est-à-dire l'état d'un électron dans une couche. Comment je peux chercher, bien trouver un électron dans une couche électronique? Alors, c'est pour ça que, d'après, j'ai oublié un autre chapitre, c'est la théorie de Bohr. Voilà, la théorie de Bohr. Quel est le problème dans la théorie de Bohr? Je ne vous demande pas les démonstrations, comment calculer le rayon et l'énergie, etc. C'est-à-dire avoir une idée sur l'expression du rayon, l'expression de l'énergie. Alors, par exemple, je ne vais pas essayer mais je l'ai après. De toutes les façons, il faut savoir l'expression du rayon. Le rayon, c'est quoi? C'est 1 carré h carré sur 4p carré k e carré m. Ça, c'est l'expression de rayon. Le rayon, c'est quoi? C'est tout simplement une constante A, R, est égale à une constante A fois n au carré. Il est proportionnel au nombre de couches. D'accord? Le A, c'est quoi? C'est 0,53 Armstrong ou bien 0,53 10 à la puissance moins 10 mètres. D'accord? Bon, comment le calculer? Tout simplement, nous avons R est égal à h carré sur 4 pi carré k e carré m que multiplie n au carré. Et ça, c'est le A. On vous donne la constante de Planck, 2 pi 3,14 k 9 10 à la puissance 9, la charge de l'électron 1,6 10 à la puissance moins 19 et la masse de l'électron 9,1 10 à la puissance moins 31 kg. Bien sûr. Ça, c'est des données. On vous donne ça. D'accord? Il ne faut pas s'inquiéter, donc on ne peut pas apprendre des trucs à l'IHACA au hasard. Alors, maintenant, ça, c'est l'expression de rayon. Donc, les questions qu'on peut avoir ici, c'est on peut vous demander, par exemple, le rayon est égal à A sur 1 carré. Le rayon est égal à 1 carré sur A. Le rayon est égal à A sur 1 carré. A qui multiplie 1 carré. Donc, vous avez une réponse qui est juste, c'est la seule réponse valide. D'accord? Bon, bien sûr, je peux jouer avec les questions, il y a les formules, il y a les comme je veux. Mais si on comprend bien la relation, donc on peut tomber, on peut avoir une réponse pointue sur le QCS. Bon. Ça, d'une part. D'autre part, c'est l'énergie. Alors, cette énergie, généralement, elle est donnée par l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors, on peut exprimer l'énergie en fonction du rayon, c'est moins 1 demi K E carré sur R. Ça, c'est l'expression de l'énergie en fonction du rayon. D'accord? Ne confondez pas. L'énergie potentielle est égale à moins K E carré sur R. L'énergie cinétique, c'est 1 demi K E carré sur R. Donc, vous voyez que les trois relations sont les mêmes presque. D'accord? Bon, je peux par exemple, peut-être aller dans ce QCS, j'ai donné l'expression de l'énergie totale est donnée par
Parfois, j'ai donné ça. J'ai donné moins K au carré sur R et 1 demi de K au carré sur R. Donc, je sais bien que l'énergie totale, c'est ça. D'accord? Donc, ne confondez pas entre l'énergie totale, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. C'est clair? Bon, ça, d'une part. D'autre part, on peut exprimer l'énergie en fonction de N. C'est bon. عرفتوها؟ بالك نديرها. طلبوا ربي لأنه دعوة مستجابة في رمضان من هذا أيوه. Bon, de toute façon, c'est une façon de parler. L'examen, ça sera facile, abordant. Bon, alors quand je donne un examen facile, je joue sur le temps. Bien sûr, je n'attends comme ça un examen très facile, parce que je gagne tout le monde. Bon, un examen, c'est une sélection, d'accord? Donc je vais jouer sur le temps. يعني عامل الوقت. أنا هذا هو الإكزامان توجور يعني عامل الوقت نلعب. ما نخليش يعني الوقت بزاف. Bon, je vais donner un examen d'une heure. Soit 1 heure, soit 50 minutes, ou 70 minutes. Donc, comme vous voulez. 1 heure, c'est moyennement, il y a un examen n'est pas facile, mais pas difficile aussi. Donc, alors, un examen d'1 heure, des questions simples, sauf que, يعني إذا كان واحد ما حضرش الكل هذيك يعني حاجة أخرى. هذو صحيح. Bon, خلونا من l'examen. On remise un peu. Maintenant, pour l'énergie. L'énergie totale est égale à moins 2K carré pi carré e à la puissance 4m sur H carré que multiplie 1 sur M au carré. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est une constante qu'on appelle la constante B. Bon, je peux l'appeler H ou bien W. Donc, l'énergie totale, ce n'est que moins B sur M au carré. Alors, cette constante B, ce n'est que 21,76 fois 10 à la puissance moins 19 joules, ou bien tout simplement 13,6 électrons-volts. Bon, je ne donne pas ça. Vous devez l'apprendre. Sinon, vous le calculez. Alors, je vous donne le K, le I, le E, le M, le H, et vous calculez ça dans le système kilogramme, la charge de l'électron, 9 10 à la puissance 9, H, c'est 64 10 à la puissance 34 secondes, et vous tombez sur cette valeur. Maintenant, pour convertir les joules en électron-volts, je pense que vous connaissez le passage. Un électron-volt, c'est 1,6 10 à la puissance moins 19 joules. C'est bon. Alors, donc, cette expression de l'énergie, elle est proportionnelle à 1. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a un signe moins. Donc, à chaque fois que l'électron s'éloigne du noyau, son énergie totale, elle est très grande. La plus grande énergie, c'est l'énergie totale qui est égale à 0. Qu'on appelle l'énergie d'ionisation. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est l'électron qui a quitté définitivement parce qu'il n'y a pas une couche infinie. Qu'est-ce qu'une couche infinie? Une couche infinie, c'est-à-dire c'est une couche indéterminée. Donc, c'est-à-dire que là-bas, il a quitté directement, c'est-à-dire qu'il a quitté l'électron a quitté l'atome. Donc, l'énergie égale à 0. Comment? L'énergie d'ionisation Égale à 0. C'est-à-dire, quand l'électron se trouve sur une couche infinie, c'est-à-dire il est exclu, ou il est expulsé du noyau de l'atome, donc son énergie est 0. Pourquoi ces énergies négatives? Tout simplement parce que les électrons, c'est ce qu'on appelle, c'est une énergie, c'est-à-dire ce qu'on appelle énergie de liaison entre une charge négative et une charge positive.
parce que c'est une énergie positive. C'est-à-dire c'est une énergie que doit avoir l'électron, et à chaque fois l'électron, quand il a une énergie positive, il va s'éloigner. Il va c'est-à-dire disparaître de son entourage, ou bien de son environnement, ou bien de sa couche. Bon, alors, toujours dans la théorie de Bohr, on avait la transition. La transition électronique delta E est égale à H mu, est égale à H C sur lambda, est égale à H C que multiplie mu bar. Vous voyez cette expression ou là non? Ah, madame, c'est vrai. Dans cette partie. Maintenant, vous voyez, il est مشبوهاش عندكم un problème. Delta E est égal à H mu, est égal à H C sur lambda, est égal à H C mu bar. Bon, s'il vous plaît. Alors, voilà la transition électronique. Bon, quand on dit transition électronique, ça veut dire un passage de l'électron d'un niveau vers un autre niveau. D'accord? C'est un passage d'un niveau supérieur vers un niveau inférieur ou inversement. Alors, c'est le cas d'une absorption ou émission. Quand il s'agit d'un passage d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur, c'est une absorption. Maintenant, l'inverse, c'est une émission d'énergie. Alors, toujours cette absorption ou bien émission d'énergie est accompagnée par une fréquence et caractérisée par une fréquence, une longueur d'onde, un nombre d'ondes, une période. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on peut même exprimer la période. Mais c'est quoi? C'est 1 sur T. Donc, je peux dire que delta E est égal à H sur la période. Parce que la période, c'est quoi? C'est 1 sur mu. C'est l'inverse de la fréquence. Ah, parce que la fréquence, c'est quoi? C'est le nombre de tours par seconde. Le temps, c'est le nombre de secondes par tour. D'accord? C'est l'inverse de la fréquence. Donc, on n'a pas calculé la période, mais je vous ai donné la relation. T est égal à 1 sur mu. Ça veut dire que mu est égal à 1 sur T. Alors, toutes ces relations, ils sont liées. Alors, on peut, ça veut dire, c'est pas la peine d'apprendre la variation de delta E. Alors, pour moi, c'est la relation de Ritz, la formule de Ritz, c'est la formule mère. Qu'est-ce que c'est que la formule de Ritz? 1 sur lambda, qui est égal à mu bar, c'est RH, la constante de Rydberg, que multiplie 1 sur N1 carré, moins 1 sur N2 au carré. Alors, à partir de cette relation, je peux calculer la fréquence, je peux calculer le nombre d'ondes, bon c'est déjà calculé, je peux calculer la lambda, c'est l'inverse de cette relation, et je peux calculer aussi la variation d'énergie interne et la période. Bon, un exemple, par exemple, si je veux calculer la fréquence à quoi est égale? Elle est égale à C que multiplie 1 sur lambda. Voilà. Ça veut dire que je dois multiplier cette relation par C. Donc ça sera CRH
facteur de 1 sur 1 carré moins 1 sur 1 carré. Si je veux calculer delta E est égal à H mu, c'est H, C, R, H, facteur de ça. C'est-à-dire, à partir de cette expression, vous avez compris ou pas? C'est très facile. Voilà, vous appliquez les relations. Lambda, 1 sur lambda, voilà la relation de Ritz. Il y a la formule de Ritz. Alors maintenant, la fréquence à quoi est égale? C'est égal à C sur lambda. Ça veut dire C que multiplie 1 sur lambda. C'est C que multiplie cette relation. Voilà. Maintenant, delta E, c'est que H mu. Ça veut dire c'est H que multiplie la fréquence. Avec toujours N1 est inférieur à N2. Sinon, on va tomber sur des valeurs négatives. Et on sait bien qu'il n'y a pas une fréquence négative, ni une période négative, ni une longueur d'onde négative. Ah, maintenant, si je vous demande de calculer lambda, vous allez faire l'inverse. Donc, lambda, c'est quoi? C'est le Q1 sur RH, facteur de 1 sur 1 carré moins 1 sur 1 carré. Ah, on passe maintenant à la deuxième étape, Yannick, pour avoir. C'est le QCM numéro 2. QCM. On vous demande le nombre de raies pour la série de Paschen dans le cercle d'émission de l'hydrogène pour n inférieur ou égal à 10. Et de 3 raies, 7 raies, 15 raies, 17. Alors, on a vu déjà le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. On a vu qu'il existe 5 séries. La série de Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Faun. Alors, la série de Lyman, c'est d'une couche n à 1. La série de Balmer, c'est 2. N1 égale à 2, c'est-à-dire N1. Alors, pour Lyman, N1 égale à 1. Pour Balmer, N1 égale à 2. Donc, on peut avoir de 3 à 2, de 4 à 2, de 5 à 2, etc. Il y a de l'infini. Lyman, Balmer, Paschen, N1 égale à 3. Bracket, c'est N1 égale à 4. Et found, c'est N1 égale à 5. Donc, quand on dit émission, c'est un retour. Alors, si par exemple je prends une série, comme par exemple ici la série de Paschen. Paschen, c'est le retour se fait uniquement sur la couche n égale à 3. Mais l'électron, il peut être sur la couche 4, 5, 6, etc. Donc, il revient. Alors, il y a toujours les raies rotondes. La première raie, la deuxième, la troisième, la quatrième, et la raie limite. La raie limite, c'est toujours l'infini à la couche n concédée. Ah, maintenant, la première raie, par exemple, si je prends Lyman, la première raie, c'est 2, 2, 1. La deuxième raie, 3, 1. Quatrième raie, la première raie, c'est 2, 1. Deuxième, c'est 3, 1. La troisième, 4, 1. C'est ça. Donc, vous connaissez Hadler. Alors maintenant, ici, la question est pointue. Ça veut dire, pour n inférieur à 10, ou égal à 10, combien y a-t-il de raies dans la série de Paschen? La série de Paschen, nous avons n égale à 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour n inférieur ou égal à 10. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Bon, qu'est-ce que je fais? Ah, j'oublie n égale à 2, n égale à 1. Donc, Paschen, Lyman, Balmer, Paschen, oui, c'est ça, n égale à 3. Alors, on vous demande combien y a-t-il de raies pour n inférieur ou égal à 10?
C'est à partir de la première couche. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, une raie, oui, deuxième, 1 égale à 4, 1 égale à 5, 1 égale à 6, 7, 8 et 9. Je pense ici. Allez, 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais je n'ai pas compté le nombre de n à partir de la série de Balmer. Parce que j'ai dit pour n inférieur ou égal à 10, c'est-à-dire à partir de la 10e couche. En allant de la première à la deuxième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, je suis tranquille. 10. Voilà, ah oui, là il y a 4. 5, 6, 7, 8 et 9. D'accord? Alors, uniquement pour la série de Paschen. Donc nous avons la première raie, la deuxième, la troisième jusqu'à la septième raie. Donc nous avons 7 raies. Donc c'est la réponse, Yannick, juste. Alors, c'est tout ce que je peux donner avec le... Ah, vous avez quelques questions de vous. Questions de vous, je ne peux pas les développer avec des questions, c'est-à-dire quelques définitions ou il y a quelques, c'est-à-dire remarques. C'est clair pour cette question? Question numéro 5. Hein? Question numéro 5. Numéro 5. Non, mais ça, donc, il dit les questions. C'est-à-dire que je n'ai pas d'occasion, je vais le dire. Donc, nous allons faire. Alors, on passe maintenant au nombre quantique. Bon, je pense que pour le nombre quantique, vous avez déjà une idée, donc c'était très facile, parce que vous avez déjà étudié ça en biophysique. Là, pour le nombre quantique en biophysique. Comme chimie, normalement, on passe à... Alors, pour les nombres quantiques, s'il vous plaît, alors, pour les nombres quantiques, on a dit que bon, ce sont les résultats de la résolution de l'équation de Schrödinger. Pourquoi? Parce que déjà la mécanique quantique, bien dans la mécanique quantique, la théorie de Bohr demeure maintenant insuffisante. C'est-à-dire qu'elle n'est pas à 100% applicable pour les atomes. Elle est applicable uniquement pour les hétérogénoïdes. J'ai oublié les hétérogénoïdes, bon, ça vous le connaissez déjà. Alors les hétérogénoïdes aussi, pour calculer le rayon des hétérogénoïdes, l'énergie, donc ça c'est déjà vu. Alors, à part les hétérogénoïdes et l'hydrogène, on ne peut pas appliquer la théorie de Bohr pour les atomes, pour les électrons. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que la théorie de Bohr, elle n'est pas fausse, mais elle est insuffisante. Vu l'insuffisance de la théorie de Bohr, M. Schrödinger, d'après l'équation mathématique, il a fait un raisonnement. Le raisonnement a donné des résultats. Donc ces résultats, ce sont la résolution de l'équation, ce sont des résultats de la résolution de l'équation de Schrödinger. C'est une équation mathématique. Il a pu déterminer ce qu'on appelle la position d'un électron dans une couche, sur une couche. Alors, par le biais de N, M et S. Le nombre quantique principal, la couche, le nombre quantique secondaire, c'est la sous-couche, et le nombre quantique magnétique, l'orbital, et ainsi le moment de spin. Alors, d'après tous ces résultats, nous avons on sait bien que le nombre de couches, il est toujours compris entre 1 et l'infini. On ne peut pas avoir 1 égale à 0. Donc, ma cache une couche 0. 1 égale à 1, c'est la première couche. La couche K, la couche L, M, N, etc. C'est les désignations de ces couches. La sous-couche N, pour chaque couche N,
il existe combien de sous-couches? N sous-couches. La couche numéro 1, il y a une seule sous-couche. La couche numéro 2, elle contient 2 sous-couches. 3 sous-couches. C'est-à-dire, dans chaque couche N, il existe N sous-couches. D'accord? Ah, chaque sous-couche contient aussi ce qu'on appelle des orbitales. Dans chaque sous-couche, il y a un nombre d'orbitales. Combien y a-t-il d'orbitales? Alors, par exemple, je prends la couche N égale à 1. C'est toujours N égale à 1, donc nous avons une seule orbitale. Pour N égale à 2, nous avons 4 orbitales. C'est 2 fois N plus 1. C'est ça? Non, c'est pas ça. Oui, N carré. Donc il y a un carré orbital. Ah, maintenant, dans chaque orbital, il faut bien saisir, bien savoir que l'orbital, c'est le volume le plus restreint. On ne peut pas aller au-delà de l'orbital. يعني المدار هو أصغر حجم يعني ساي ما نقدروش يعني نعاودو نجزئوه. D'accord? Bon, on peut partager la couche en sous-couche, la sous-couche en orbital, mais l'orbital saillit. Alors, dans l'orbital, il y a au maximum 2 électrons. Au maximum 2 électrons. Alors, ces 2 électrons ne peuvent jamais avoir les mêmes 4 nombres quantiques. Ils se diffèrent toujours par le moment de spin. Ça veut dire 2 électrons appartenant à la même couche, à la même orbitale, bien à la même, à la même orbitale. Il appartient à la même sous-couche, à la même couche, mais ils ont un moment de spin différent. C'est toujours plus 1,5, moins 1,2. D'accord? Il est orienté parallèlement, l'autre il est orienté anti-parallèle. D'accord? Bon, ça c'est d'un côté. D'autre côté, il y a les sous-couches S, la sous-couche P et la sous-couche D. Donc, ce qu'on a fait généralement, c'est relier la structure électronique avec les nombres quantiques. D'accord? Donc, le N, il est compris entre 0 et N-1. Le M, il est compris entre moins N et plus N. M est compris entre moins N et plus N. Donc, c'est pour ça que, par exemple, pour D, c'est moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2. Pour P, c'est moins 1, 0, plus 1. D'accord? Bon, ça, c'est d'une manière générale. Alors, dans les nombres quantiques, on a vu comment représenter la structure électronique connaissant les nombres quantiques du dernier électron ou bien de l'avant-dernier électron. Donc, ça, c'est déjà fait pour. À partir des nombres quantiques du dernier électron, on peut donner la configuration électronique et inversement. D'accord? Bon, un exemple, bon, peut-être en bas ou là. Alors, par exemple, un élément X. Son dernier électron est caractérisé par 4, 2, moins 1, 0. 1 demi. Alors, le dernier électron de la configuration électronique, et j'insiste toujours et je précise, d'accord? Le dernier, parce que je peux donner un exemple bien pareil pour un électron, bien le dernier électron sur la couche externe. Comme vous avez par exemple 4s2, 3d. La sous-couche externe, c'est 4s. C'est pas 3d. D'accord? Bon.
Mais ici, je précise que c'est la couche, la configuration électronique. Alors, n égale à 4. L est égal à 2. Donc, L égale à 2, c'est quoi? C'est la sous-couche D. Donc, on va s'arrêter à 4D. D'accord? Alors, 4D. Nous avons L égale à 2. Alors, maintenant, vous avez affaire à représenter la sous-couche D. Pourquoi? Pour localiser l'orbital moins 1. Parce que c'est N, L, M et S. Alors, moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2. Donc, mon électron se trouve dans l'orbital M égale à moins 1, ici. Il a un moment de spin plus 1,5, donc il n'y a pas un doublé. Donc, j'ai 1, 2. Pourquoi? Parce que c'est 1,5. Donc, c'est 4D. Donc, la configuration électronique, on commence par 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D2. C'est bon. Ah, maintenant, si je vous donne moins 1,5, à ce moment, je dois remplir les électrons parallèles, ensuite les électrons antiparallèles. Donc ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le voilà. Alors, c'est le dernier. Ça sera 17. C'est clair? C'est bon. Votre question? Très bien. Oui. Ah? Oui. Vous voyez la fréquence? Non. Alors, nous avons le dernier électron est caractérisé par les nombres quantiques suivants. 4, 2, non, 4, 2, 4. Moins 1 et moins 1, 2. Ça, moins 1, 2. Vous voyez maintenant l'écriture. N égale à 4. N égale à 2. N égale à moins 1. S égale à moins 1, 2. Donc, vous avez affaire à donner la configuration électronique de cet élément. Ou bien, je vous demande combien y a-t-il d'électrons pour l'élément X. Ou bien, donner le nombre Z, etc. Pas mal de questions, je peux y aller, ils sont toujours basés sur la configuration. Les nombres quantiques du dernier électron. Alors, là, c'est le dernier électron. Alors, n égale à 4, ça veut dire que nous avons 4. N égale à 2, donc c'est D. Donc, ça y est. Avec les deux, je peux savoir, c'est-à-dire à quelle sous-couche je peux m'arrêter. Donc là, c'est la dernière sous-couche. Ah, maintenant, la sous-couche D, il y a combien d'orbitales? Il y a 5 orbitales. Si c'est par exemple 1, vous loupez. Si c'est 0, c'est S. D'accord? Donc, les deux, N et L, ils vont me guider sur la sous-couche. La dernière écriture de la configuration électronique, elle est point de vue sous-couche. Alors ici, moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2. Ah, pourquoi je représente l'orbital? Pour savoir la position de moins 1. Moins 1, c'est ici. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cet orbital? On a un moment de spin moins 1,5. Ça veut dire, d'après le remplissage, on remplit les électrons plus 1,5, ensuite on revient moins 1,5. Si par exemple plus 1,5, on n'a pas de problème. Donc je peux mettre 1, 2, voilà le dernier. Ah, si c'est maintenant moins 1,5, je dois compléter tous les électrons parallèles, ensuite on revient aux électrons antiparallèles. Voilà le.
Donc ça sera 4D7. Alors, pour commencer, à partir de NS2 jusqu'à 4D7. Ah, maintenant, la question, elle peut être inverse. On vous donne la structure électronique, on vous demande de calculer, pardon, de donner les nombres quantiques du dernier, de l'avant-dernier, du 14e, du 10e, du 8e, etc. Ah. Quelle question? 3. Le premier question. Hein? Troisième. Ah, pour le nombre, oui, ça c'est bon? Ah, bon. On va voir gagner le troisième. Bon, je vais commencer par le. Ah. Après la structure électronique, on avait le tableau périodique. Dans le tableau périodique, on avait la position, la ligne, la colonne des éléments dans le tableau périodique. Et c'est relié avec la structure. Alors, pour la position, c'est-à-dire pour la ligne, on repère le coefficient de la dernière écriture de S. NS. C'est-à-dire avec le NS, le N caractérise la couche, bien caractérise, c'est-à-dire la ligne. Ah, maintenant pour la colonne, c'est le coefficient, ou bien ce qu'on appelle l'exposant de la dernière écriture, soit S, soit P, soit D. Si c'est SN, c'est la nème colonne. Si c'est DN, DN. Alors D, on rajoute 2 colonnes, c'est-à-dire ça sera N plus 2. Si c'est PN, c'est N plus 12. Ma fin de tourage. Non. Le tableau périodique, chaque une colonne. Combien y a-t-il de colonnes dans le tableau périodique? 18. Aïe, c'est un calcul. Alors, un élément qui se termine par SN. Pour le tableau périodique. Voilà. Un deux c'est S, 2 colonnes. Un deux c'est D, 10 colonnes. Il y a 6 colonnes. Il y a 2. Alors, quand l'élément dans sa configuration électronique se termine par SN. R est égal à la configuration électronique. SN. C'est-à-dire S, c'est le premier bloc. Donc, c'est la nème colonne. Et le S, on a soit la première, soit la deuxième. Soit S1, soit S2. Si c'est S1, la première colonne. Si c'est S2, c'est la deuxième colonne. Ah. Maintenant, on passe à D. Qui va là, par exemple, D7. Mon élément se termine par D7. La configuration. Alors, les D, ils sont toujours précédés par 2 colonnes de S. D مسبوق 2 colonnes de S. Ça y est? Ah, il y a qu'un مسبوق 2 colonnes de S. D7, ça veut dire que ça sera la 7e colonne dans D, donc la 9e colonne dans le tableau périodique. Donc c'est toujours N plus 2. Oui. Donc on a ça. Comment? Tu n'as pas compris le... Oui. Bon, vous savez bien que le tableau périodique il est partagé en... s'il vous plaît. Je suis très calme. Mais quand le gaz carbonique remonte dans la tête, je peux prendre mes affaires, je sors. Donc, on a l'examen. D'accord? Donc, soyez gentils, soyez calme. D'accord?
Alors, le tableau périodique contient 18 colonnes. 2 colonnes de S, voilà. 1, 2. Et si vous avez de 3 jusqu'à 11, non, 13. 10 plus 2, ça fait 12. On est à partir de 13 jusqu'à 18. Donc, 6 colonnes, 10 colonnes. N'est-ce pas? Alors, si un élément dans sa configuration électronique se termine par 1S2, 2S2, etc., 3S1 ou la 3SN, N peut être égal à 1 ou 2. Donc, c'est la énième colonne. Si c'est S1, c'est-à-dire c'est S1, voilà. Si c'est S2, c'est cette colonne. Parce que dans S, l'orbital S ne contient qu'un électron ou 2. Maximum, c'est 2. C'est bon. Ah, ça c'est pour S, parce que ça ne pose pas de problème, parce que c'est déjà le premier bloc. Alors, maintenant, une configuration électronique se termine par D. Par exemple, 4DN. Bon, 4, c'est un exemple. Comme par exemple ici, 4D7. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors, si c'est DN, ça veut dire la énième colonne dans D. Par exemple ici, c'est 4D7. C'est la 7e colonne dans D. Mais les colonnes dans D, les colonnes de D, ils sont précédés par 2 colonnes de S. Donc je dois rajouter toujours 2. C'est N plus 2e colonne. Avec DN. Je peux l'écrire ici, c'est mieux. Alors, il se termine par DN, ça veut dire N plus 2IN colonne. Ah, maintenant, s'il se termine par P, N, les colonnes de P qui sont précédées par 10 colonnes de D et 2 colonnes de S. Ça veut dire que je dois rajouter 12. Donc, c'est N plus 12 colonnes, IN colonne. D'accord? Donc, si je termine par S, c'est la énième colonne dans S, c'est-à-dire la énième colonne dans le tableau périodique. Si je termine par DN, c'est la énième colonne dans D, la énième plus 2 colonnes dans le tableau périodique. Par PN, énième colonne dans P, mais N plus 12 colonnes dans le tableau périodique. Alors, on va jeter un coup d'œil maintenant sur ce QCM. ديروا bien. صرت معطيكم ما خليتوا لي والو باش ندير في الاكزام هاو. لا غادي نبدل. Alors, l'atome de l'aluminium. غير ما تدوروش يعني اذا كان في الانترنت ولا الكوسيام سي من لابواط خاليه يعني. ما غاديش لكم لا من هذا دونك سي با يعني ايوا فو با يعني كاسر لا تيت يعني ولا perdre le temps avec Google ولا مثلا وي ها بغيت شي نصهم لي الدم اليوم نتوما bon les liaisons chimiques qu'est-ce qu'on avait dans la liaison? La liaison covalente, la liaison ionique, la représentation de Lewis pour les atomes, et le moment dipolaire. Je ne vais pas les expliquer. Alors, comme déjà, les gens qui ont assisté
C'est bon? Les gens qui n'ont pas accepté c'est bon, toujours il faut un moyen pour sanctionner les gens qui n'assistent pas. D'accord? والله خالد donc انا كي نجي في الكور ما نلقاش bon pour moi الحمد لله نعطوا الجو هذا mais pour d'autres enseignants faites attention parce qu'ils vont sanctionner sur la présence de cours parce que chez une section qui a 200 étudiants ils jouent à 10 c'est honteux. Sincèrement, qui joue à 10 c'est-à-dire j'ai des directives à prendre. Alors déjà on a discuté avec les délégués parce que pour le cours d'anatomie, je pense. Donc, faites attention parce que l'enseignant il est souverain. Il peut mettre n'importe quelle question. Mais il ne va pas sortir du programme. C'est un genre de sanctionnement, c'est le cours. C'est sanctionnement et le cours. Oui, la question. Hein? Les alcalins, malheureusement. Ça a été. Bon, s'il vous plaît. Donc, pour les liaisons, d'accord? Alors, il faut savoir qu'est-ce que la liaison covalente, la liaison ionique, la représentation de l'unité, car les atomes, on représente les électrons de la couche externe, que ce soit les doublés libres, les électrons célibataires ou bien les cases vides. Pour les molécules, on représente les doublés liants et les doublés non liants. C'est ça. Le moment dipolaire. Le moment dipolaire, c'est un vecteur calculé pour une liaison. Une liaison entre deux atomes, de nature différente. Alors, A, B. Quand vous avez une liaison A, B, une liaison A, B. Alors, A et B sont de nature différente. Quand ils sont de nature différente, c'est-à-dire il y a une différence d'électronégativité. Alors, une différence d'électronégativité entraîne quoi? Entraîne un déplacement d'électrons à travers le squelette sigma. ينتج منه انتقال إلكتروني في الهيكل sigma. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une augmentation de la densité électronique au voisinage de B et la diminution de la densité électronique. تكثر الكثافة الإلكترونية حول B. Ici, B il est plus électronégatif. وتنقص هذه الكثافة au voisinage de A. Donc, apparition d'un dipôle, delta moins et delta plus. Le delta, c'est quoi? Ce n'est pas la charge totale, ce n'est pas la charge 1,6 10 à la puissance moins 19, c'est qu'une fraction. La fraction, elle peut être 1 sur 1 million, 1 sur 2 millions de la charge électronique. Il y a quelques poussières d'électrons qui vont se déplacer, mais ils vont augmenter la densité électronique. Et vous dites, il y a plus chargé négativement que le A. Ça entraîne quoi? Ça entraîne la destruction de la liaison facile. D'accord? Alors, maintenant, le moment dipolaire, c'est quoi? C'est le plus la distance à la charge déplacée que multiplie la distance en coulomb et mètre. Alors, c'est le moment dipolaire. Alors, maintenant, on a vu que les liaisons covalentes ne sont pas totalement covalentes. Quand on dit liaison covalente, c'est-à-dire la liaison commune de deux électrons, mais elle peut être covalente, purement covalente, comme elle peut être partiellement covalente. Les liaisons qui ne présentent pas de moment dipolaire, je vais le rajouter. Quelles sont les liaisons qui n'ont pas de moment dipolaire? Les liaisons dont il n'y a pas un moment dipolaire. Oui, bien sûr, purement covalent. Un exemple. C'est-à-dire les molécules diatomiques homonucléaires. A. Par exemple, H, Cl, O2, OO. Alors, c'est des molécules diatomiques, deux atomes, homonucléaires du même noyau.
Ils n'ont pas de moment dipolaire. Autre chose que je n'ai pas mis dans le cours. Le cas où le moment dipolaire est nul, c'est les molécules linéaires symétriques. CO2. C'est des molécules linéaires symétriques. C, replisant CH. Les molécules, alors, faites-vous, hein, les molécules linéaires symétriques. المركبات الخطية أو جزيئات الخطية متناظرة symétrique. Alors pourquoi? Alors, le moment dipolaire, il est dirigé vers l'orientation du moment dipolaire. L'oxygène, il est plus électronégatif que le carbone. Donc, voilà le moment dipolaire Nu1 et le moment dipolaire Nu2. Les deux liaisons, elles ont la même longueur de liaison. C'est la même charge qui se déplace. Deux vecteurs opposés, le moment dipolaire total égale à 0. Parce que Nu1 égale à Nu2. Deux vecteurs alignés sur le même axe, mais de sens opposé, leur résultant est égal à 0. Donc là, le moment dipolaire total égale moment bipolaire total égale à 0. Bon, je vais passer ici. Donc, deux cas, on peut avoir un moment dipolaire nul. C'est le cas des molécules linéaires symétriques et le cas des molécules diatomiques homonucléaires. Deux cas où le moment dipolaire est nul. Par exemple, HCN. Le moment dipolaire il est dirigé de C vers H. Les électrons sont dirigés de H vers C. Deux vecteurs égaux, opposés, le résultant est égal à 0. D'accord? Bon, voilà le cas des molécules. Alors, on peut calculer le moment dipolaire autrement, par l'indice de liaison. C'est pas l'applicable. Le pourcentage ionique. Le pourcentage ionique, c'est quoi? C'est le rapport entre le moment dipolaire expérimental et le moment dipolaire théorique. معناها le moment dipolaire réel, mais ça c'est toujours pour une liaison. Parce que le moment dipolaire expérimental sur le moment dipolaire théorique que multiplie 100. Alors c'est le pourcentage d'ionicité. Ça explique quoi? Que certaines liaisons, elles ne sont pas purement covalentes. Malgré que la liaison est covalente, il y a toujours un caractère d'ionicité. Il est dû à quoi? Oui. Non, attends. L'examen. Chose que j'ai exclue de l'examen, c'est ça. Je vous ai donné l'exemple de H2O. La section numéro 1. La section 2. Voilà. On a la molécule de H2O et la molécule de HOCl. Alors, non. C'est-à-dire, on calcule le moment dipolaire uniquement pour une liaison. Une molécule qui contient une liaison. Et cette molécule, c'est quoi? HCl, HBr, AB. De type AB. C'est pas AB2 ou la A2B, d'accord? Une liaison entre deux atomes. Elle dit, je peux donner un exemple. Je peux donner un cas. Mais le cas de la molécule H2O, vous l'aurez pas. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il y a H2O? Un moment dipolaire d'une seule liaison. Ça y tout là-dedans. فهمتوها مليح؟ باسكو بارفان نتوما شكون تكونوا مخروبين ولا واو ولا قالنا بلي وي ها
Donc c'est pour ça. Alors, donc c'est ça le contenu de le programme. Hein? Hein? Ah, les alcanats de table période. Donc on va voir la question que je vais. Alors, maintenant on passe à la résolution de ces exercices. Bon. La première, il y a le premier ECS. Il nous demande un atome d'aluminium, il contient 13 électrons. Alors, il contient 9 sous-couches. Il possède 5 orbitales. Il contient 5 électrons ayant un moment de spin plus un demi. Il contient 8 électrons ayant le nombre quantique égal m égale à 0. Il contient 5 électrons ayant le moment de spin moins 1,5. Donc ici, vous avez affaire à la configuration électronique. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Alors, 5 sous-couches. Combien? 9 sous-couches. Quelles sont les sous-couches? Show-moi les sous-couches. Combien de sous-couches on a? 5. La sous-couche 1S, la sous-couche 2S, 2P, à 2 c'est des sous-couches. D'accord? Alors, donc, la première, elle est loin de. Alors, il possède 5 orbitales. Non. Une orbitale, 2 orbitales, la deuxième. La P, il y a 3 orbitales, donc c'est déjà 5. Une orbitale S et 3 orbitales P. Donc combien y a-t-il d'orbitales? 6 plus 9. 9 orbitales. Alors, ce n'est pas la deuxième. C, il contient 5 électrons ayant un moment de spin plus 1,5. 5 électrons ayant un moment de spin plus 1,5. Ceux qui ont un moment de spin plus 1,5, c'est ça. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est pas 5. Ah, il contient 8 électrons ayant le nombre quantique magnétique m égale à 0. 8 électrons. m égale à 0. m égale à 0. m égale à 0. Celle du milieu. Moins 1 plus 1. m égale à 0. Moins 1. m égale à 0. m égale moins 1. Plus 1. Alors, la question, il contient 8 électrons ayant un moment de spin m égale à 0. 1, 2, 3, 4, pardon, 1, 2, celui-là aussi il a un moment de spin m égale à 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Oui. Pardon. Oui, c'est pas 9. Si vous avez compris le nombre compté quelque part, on va pas toucher on va qu'est-ce que vous n'avez pas compris ici? Ça c'est quoi, madame? Bon, tout d'abord, ça c'est quoi? C'est quoi ça? Bon, s'il vous plaît. Faites vite parce que j'ai à midi, je termine. Ici, c'est un peu plus. D'accord? Alors, on va se dire. Alors, ça c'est des orbitales. Chaque orbitale est là, c'est-à-dire, il est caractérisé par la valeur de m. Alors, qui coule l'orbital S? La valeur de m à quoi est égale? C'est n égale à 0. C'est m égale à 0. Donc, voilà l'orbital m égale à 0. Combien y a-t-il d'électrons ici? Si on a 13 électrons, on a 13. Donc, j'ai 2 électrons. Donc, j'ai 2 déjà. Dans cette orbitale aussi, c'est m égale à 0.
Combien y a-t-il d'électrons? 2. Voilà. 2 plus 2, ça fait 4. Je passe ici. Ça, c'est l'orbital moins 1. 0 plus 1. Je vise uniquement l'orbital m égale à 0. Combien y a-t-il d'électrons? 2. Très bien. Je passe à l'orbital 3s. m égale à 0. Donc, j'ai 2. 2 fois 4, ça fait 8. Ah, ici, il y a un électron, mais c'est moins 1. On a un l'orbital 0. Mais la question, elle est claire. Combien y a-t-il d'électrons ayant un moment de spin? Je vise les électrons. Si la question, combien y a-t-il d'orbital m égale à 0? Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Ça y est? Mais Hadi, il est vide. Combien y a-t-il d'orbital? Donc, ici, je vais préciser dans la deuxième couche, la troisième couche, etc. D'accord? Bon, passons maintenant à la deuxième. Alors, le nombre, ça y est, on a vu. Alors, on passe à la troisième. Alors, soit l'atome de cuivre, 29 électrons, le quadruplé quantique, c'est-à-dire les 4 nombres quantiques de son dernier électron de la couche externe est caractérisé par le cuivre, elle a combien d'électrons? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Alors, le quadruplé quantique, il est caractérisé par les 4 nombres quantiques. Alors, déjà, cette structure elle est instable. What did this? Le dernier électron, c'est celui-là, de la couche externe. 4, 0, 0, plus 1, 2. Pourquoi? Parce que c'est un cas particulier pour le cuivre. Les sous-couches B sont stables à moitié ou complètement remplies. Qui qu'on admet D4 et D9. Il faut tendre l'écriture à D5 et D10. Le quatrième QCS. Alors, le 16e, situé dans le tableau périodique, donc, la question maintenant, bon, s'il vous plaît. Si la question est la suivante, le dernier électron de la configuration électronique, et là vous visez les électrons de la D, le dernier électron de la configuration électronique. Et là je n'ai pas mis la configuration électronique. La couche, c'est-à-dire son dernier électron, est caractérisé par, c'est-à-dire c'est le dernier électron de la couche externe. D'accord? Bon. On passe maintenant au question numéro 4. Alors, le quatrième.
Alors, le 16e est situé dans le tableau périodique. Alors, il a 55 électrons. Professeur, Alors, donnez-moi la couche externe. قلت لنا إذا قال لنا le dernier électron par la configuration électronique نديرو تاع دي متعدي. même le dixième le dernier Même le dernier, même إذا كان ساتوري Ah, ça, dès le 9e. Là, tout est stable, parce que les deux réponses sont justes. Bon, alors ici, vous allez à dresser la configuration électronique jusqu'à 55. Alors, quelqu'un qui a fait la configuration électronique ou là? Un S2, deux S2. تاع Deux P6, précision oui. Oui. X6. Alors, Un S2. la dernière, Un S2, deux S2. 6S1 6 6S1 S1, c'est les 6S2. 6 S1. 6S1 S1. Attendez, donnez-moi la configuration, même si elle n'est pas stable. 6S2. S1. S1 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 Ah, je termine par 6S1. S1. Ah ouais. Bon, donnez-moi avant le 6S1. Hein? 4D10. 5 P6. 5. là là 5 là P6. 5P6 4D10 5P6. 5P6 4D10 P6. P6. là là 5 P6. là là Alors, 6S. C'est précédé de J4 4D10 professeur 5 P6. 5D. D J4 D10 5 P6 avec du 4 P6 avec J4 5D6. 4D10 4D10 4D10. 4D10 4D10 Bon, j'ai pas besoin. Alors, la 6e lit le coefficient de S. La première colonne dans le tableau périodique. C'est la réponse D. Bon, maintenant, l'énergie de la troisième raie de la série de Paschen dans le spectre d'émission est 1,804 10 à la puissance moins 19 joules. Alors, la série de Paschen, l'image Balmer Paschen, c'est-à-dire 1 sur lambda est égal à RH, facteur de 1 sur 3 au carré, la quatrième raie. C'est ça. La troisième raie. Riemann, Balmer, Paschen. Donc, la troisième raie, c'est-à-dire n égale à 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 6. Alors, vous calculez l'énergie. Donc, on calcule 1 sur lambda, ou bien tout simplement, l'énergie, c'est quoi? Delta E est égal à HC fois RH. Vous devez apprendre à faire. Ou bien tout simplement, je calcule 1 sur lambda, aucun problème. RH, c'est 8 bar 1 sur lambda. Delta E est égal à quoi? Est égal à H fois C fois 1 sur lambda. Donc, je dois multiplier H fois C fois RH. Sixième question. Les nombres quantiques pour un électron de la sous-couche 4D est nécessairement supérieur à 2. Le nombre quantique M, c'est-à-dire les valeurs de M pour la sous-couche D, est nécessairement supérieur à 2. Il peut avoir la valeur moins 1. Oui. La sous-couche D, nous avons moins 2, moins 1, 0, plus 1. Donc il peut avoir la valeur 1. Ne peut pas avoir la valeur 0. C'est faux. Parce que nous avons la sous-couche D. La sous-couche D, elle est allez, moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2. Alors,
ensuite, peut prendre 10 valeurs différentes. C'est faux. Pas de réponse. Donc, c'est la réponse B. Alors, le 7e. Alors, dans le tableau de la classification périodique, la force d'attraction augmente du haut vers le bas. Bon, on a un peu déjà le... ما سمعتوش بيه. شوفوا كاع عليكم le diagramme. Je vous ai donné ça. Alors, de gauche à droite, du bas vers le haut. Tous les paramètres augmentent à part le rayon qui diminue. L'énergie d'ionisation, le potentiel d'ionisation, la force d'attraction, l'électronégativité, l'affinité électronique augmentent de gauche à droite et de bas vers le haut. Alors, la force d'attraction augmente du haut vers le bas. C'est l'inverse. L'électronégativité augmente de droite à gauche. C'est faux. Le rayon atomique diminue de gauche à droite. Oui, c'est juste. Bon, les autres réponses. Alors, une raie, ou bien une des raies de la série de braquettes a une fréquence de 7,357 fois 10 à la puissance 13 Hz. Cette raie correspond à une transition électronique de soit 6 à 4, 5 à 3, 4 à 6, 5 à 4 ou bien 7 à 4. Donc, qu'est-ce que vous allez répondre? Alors, la réponse, c'est le calcul de N2. La série de braquettes, c'est pour N égale à 4. C'est ça. 1 sur lambda est égal à RH, facteur de 1 sur 4 au carré, moins 1 sur N2 au carré. Vous allez calculer 1 sur 1. La fréquence, donc, ça c'est le nombre d'ondes. Mais on n'a pas de nombre d'ondes, on a la fréquence. La fréquence à quoi est égale? C sur lambda, c'est-à-dire égal à CRH, 1 sur 4 au carré, moins 1 sur N2 au carré. On a la valeur de la fréquence. La vitesse de la lumière, on vous donne ça à la fin de l'examen, c'est 3,10 à la puissance 8 mètres. RH, c'est la constante de Rydberg, 1,07 10 à la puissance 9, 1,09 10 à la puissance 7 mètres moins 1. C'est ça. Et vous faites vos calculs et vous tombez et vous trouvez la valeur 1 égale à 5. Bon. QCM numéro 9. Le chlore, son 14e électron est caractérisé par les nombres quantiques suivants. Alors, 14e électron est caractérisé par les nombres quantiques suivants. C'est-à-dire que vous allez dresser la configuration électronique, c'est-à-dire le chlore, NS2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. C'est-à-dire
Le 14e, c'est ici. Alors, 2, 4, 10, 12, alors 13, 14. Moins 1, 0, plus 1. Et vous avez le reste. Attends, le 14. 15, 16, 17. Donc voilà le 14e. Ce qui est en rouge, il est caractérisé par n égale à 3, n égale à 1, n égale à 0 et s égale plus 1. Ah, tableau de bord. L'énergie cinétique d'un électron en fonction de son rayon est donnée par la relation K au carré sur 2R moins K au carré sur R, 2R moins K au carré sur R, 2K au carré sur R, K au carré sur R carré. Sur 2R. R au carré, au carré, au carré. Ça compris comme chose. L'énergie cinétique, c'est 1 demi de K au carré sur R. Donc K au carré sur 2R. C'est la première réponse. Ah, ça c'est la thermodynamique. C'est tout ce que pour parce que dans la thermodynamique, tu vois, le deuxième semestre, Inch'Allah. Alors, si vous voulez aller à la thermodynamique, tu vas le deuxième semestre. Bon, un conseil pour l'examen, c'est pas pour la chimie, mais pour tous les examens. Essayez d'être vigilant. Donc, c'est un examen, c'est pas la fin du monde, c'est pas y aller parce que il y a toujours certains incendies. Alors, les passeurs, ne demandez pas des trucs à vos camarades, parce que certains enseignants n'autorisent pas à des demandes. J'ai des passeurs. Les passeurs, combien ils coûtent 70 dinars ou un petit portable à 40 dinars ou 50 au minimum. Donc, ramenez vos matériels, s'il vous plaît. Parce que certains surveillants, enseignants, n'acceptent pas d'accord. Bon, je réponds à la question. Alors, l'examen sera, Inch'Allah, facile. Je vais essayer, Inch'Allah, de tendre un petit peu la matière. المشكلة ماشي في لا مان، المشكلة هنا. Donc, تسلك إن شاء الله. Et la première EMB, s'il vous plaît. C'est l'EMB de base. Parce que le savou, est-ce que vous pouvez continuer non. C'est pas général, mais pour certains, il faut avoir un niveau. Est-ce que je suis capable de continuer ou là? Donc j'espère que vous allez travailler avec le... Bon, la réponse à ta question. Bon, on a vu dans le cadre périodique certains éléments tels que les alcalins, les alcalinotéraux, les halogènes, les gaz rares et les métaux de transition. Donc, on a dit que dans le tableau périodique, alors, la première colonne et la deuxième colonne. Dans la première colonne, c'est les éléments qui se terminent par S1. Deuxième colonne, ils se terminent par S2. Il y a des 1, des 2, des 3 et des 4. Ainsi de suite. Ah, donc P. Alors, P1, P2. Alors, la dernière colonne dans P, c'est P6. C'est les gaz rares.
Les halogènes, alors P5, Naya, les alcalins, alcalino-terreux. Ah, maintenant, le classement des métaux de transition, il y a des éléments de transition, c'est un classement horizontal. D1, D2, D3, D4 jusqu'à D9. C'est les éléments de transition. Éléments de transition. Alors, on peut vous demander, par exemple, le premier alcalin. Alors, excepté l'hydrogène. L'hydrogène fait partie de la première colonne, mais ce n'est pas un alcalin. Donc, le premier alcalin qu'on peut viser, c'est le lithium, qui a 3 électrons. C'est-à-dire, le premier alcalin, il se termine par 2s1. Parce que quand on dit le premier, normalement 1, la première, la deuxième, la troisième ligne, jusqu'à la 7e ligne. D'accord? Alors, le premier alcalin, alcalin, il se termine par NS1. Soit NS1, NS1 c'est l'hydrogène. C'est 2s1. Alors c'est le premier alcalin. Le deuxième alcalin, c'est 3s1, 4s1. Donc, c'est un classement vertical. Maintenant, les alcalino-terreux, la même chose. Il n'y a pas un élément dans la première ligne. C'est le beryllium qui existe dans la deuxième ligne, mais B. Alors, le premier alcalino terreux, il se termine par 2s2. Les halogènes, le premier halogène, il se termine par 2p5. Le premier gaz rare, il se termine par NS2 et le deuxième c'est 2p6, 3p6. Donc il n'y a que les gaz rares qu'on peut, c'est-à-dire les classer à partir de la première ligne. Mais il se diffère par sa structure. C'est NS2, c'est le hélium. D'accord? Allez, bon courage. On se voit, Inch'Allah. Bon, si on se voit y aller pour manger, on se voit dans la rencontre des frères, Inch'Allah.